Alors, je vais commencer par Monsieur Florent Mainfroid avec une question. La France peut-elle faire entendre sa voix en Europe sur le U-Space et surtout comment, d'après vous? Voilà, c'est plus facile de faire entendre sa voix avec un micro qui fonctionne. Oui, je pense que la France a vraiment un rôle important à jouer pour plusieurs raisons. On est en France, en Europe en tout cas, un des premiers pays à avoir su légiférer sur l'usage des drones. Ce qui a permis un démarrage très tôt des activités professionnelles par drone. On a la chance d'avoir maintenant un retour d'expérience de plus de 7 ans sur ces activités, y compris sur les vols hors vue, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. On a la chance aussi d'avoir Alpha Tango depuis un peu plus de 2 ans et de premières briques, c'est peut-être modeste vis-à-vis des objectifs qu'on peut se fixer pour le U-Space, mais de premières briques fonctionnelles, testées, avec un retour d'expérience qui fonctionne. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche moins bien, on sait ce qui reste à améliorer. On a une vision du U-Space en France qui est peut-être légèrement différente de la vision que l'EASA souhaite porter, en tout cas à date, sur la façon dont ça doit fonctionner. D'autres pourront compléter cette vision, mais je pense qu'aujourd'hui, la réglementation devrait se contenter de définir des concepts de haut niveau sur le U-Space. On est dans une phase d'innovation, dans une phase d'expérimentation. Il est trop tôt pour imposer des technologies ou des architectures figées sur un système qui n'en est qu'à ses balbutiements. Et on a toute légitimité pour faire entendre notre point de vue basé sur l'expérience qu'on a en France des vols de drones et de premières briques fonctionnelles du U-Space. D'accord, merci. Pour information, France et quel autre pays se révèle assez avancé sur ces questions en Europe, à votre connaissance? Alors la Suisse, Benoît Curdi en a parlé. Ils ont effectivement un retour d'expérience qui est intéressant. Ils innovent énormément. On n'est pas les seuls, mais on a besoin de faire entendre notre voix. D'accord, merci. Une question donc pour Monsieur Antoine Martin qui nous a rejoint tout à l'heure, donc de la DSNA. Comment construira-t-on concrètement l'UTM, le U-Space en France? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais peut-être d'abord rappeler l'objectif, enfin essayer de faire un peu une synthèse, mais ça a été dit, je pense, par tous les intervenants de cette journée. Qu'est-ce qu'on cherche à faire déjà en France? On cherche à intégrer les drones dans les espaces aériens de manière sûre, et là au sens sécurité et sûreté, hein, les deux termes sont importants, évidemment de manière respectueuse pour l'environnement, mais aussi de manière performante et équitable, et je dirais même de manière simple aussi pour les opérateurs. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche à faire. On sait déjà aujourd'hui intégrer les drones dans les espaces aériens. J'espère que les présentations aujourd'hui l'ont montré. On va pouvoir progresser. On va devoir progresser, notamment dans la simplicité. D'autant plus que le trafic va augmenter. Donc c'est ça l'enjeu. En fait, aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes. Bien sûr, il y a des problèmes pour faire voler les drones dans les espaces aériens. On peut largement progresser, simplifier, harmoniser, etc. Mais c'est rien comparé aux enjeux de demain avec le volume de trafic de drones que l'on nous prédit. Donc concrètement, pour créer l'USpace, d'abord, il va falloir répondre à 3 questions, je pense. La première question, c'est l'USpace, pourquoi faire? Et Florent l'a très bien dit tout à l'heure. Ben oui, quel USpace, pourquoi faire? Aujourd'hui, en réalité, on ne sait même pas pour quels aéronefs on va construire l'USpace. Les standards de communication, les standards de navigabilité, les performances des machines ne sont pas connus. On parle des taxis volants aujourd'hui. Oui, il y a 170 expérimentations peut-être. Lesquelles vont donner lieu à des machines qui seront certifiées, quelles attitudes, quelles performances, voilà. Toutes ces questions-là, elles sont importantes pour bâtir l'USpace. Donc déjà, on n'a pas ces réponses-là. Et puis, il y a aussi la question des modèles d'affaires. On va bâtir des services pour quel type de business derrière? Effectivement, est-ce que c'est juste pour des photographies de mariage ou des services à plus forte valeur ajoutée? Et ça va changer nécessairement derrière. Du coup, ça m'amène à la deuxième question. C'est comment on finance? Qui finance?
Est-ce que ce sont aux compagnies aériennes de payer? Est-ce que ce sont aux citoyens de payer? Est-ce que c'est à l'utilisateur de payer? Est-ce que c'est aux fabricants de drones de payer? Et je n'ai pas la réponse à cette question-là. Et la dernière question, finalement, c'est comment on fait l'USpace? C'est quoi les services que Florent a présentés tout à l'heure? Et là, j'ai pas non plus la réponse, mais en revanche, je sais ce que c'est pas. C'est pas l'ATM. C'est pas la gestion du trafic aérien tel qu'on le connaît aujourd'hui pour l'aviation habitée. C'est pas ça du tout. Pourquoi? Simplement, on nous prédit des volumes de trafic de l'ordre de 100 fois supérieurs pour les drones par rapport à l'aviation classique, commerciale, habitée. C'est-à-dire qu'au moment où il y a 1 A320 qui décolle de région parisienne, il y aurait 100 drones qui décollent. Ok, très bien, je suis désolé, mais moi je vais voir mes meilleures équipes, mes meilleurs centres de contrôle. Il n'y en a pas un qui sera capable d'assurer le trafic aérien en toute sécurité d'un tel volume de trafic. Donc les solutions que l'on a aujourd'hui ne fonctionnent pas. Les coûts d'ailleurs ne sont pas les mêmes. Les coûts de l'ATM aujourd'hui sont adaptés à l'aviation classique, à l'aviation commerciale, à la valeur de ces services. Donc je sais que ce n'est pas l'ATM, donc c'est autre chose. Et ça tombe bien parce qu'on a des nouveaux entrants, on a des nouveaux types de solutions, on a des outils qui sont électroniques, digitalisés, connectés. Donc il va falloir trouver autre chose, inventer autre chose. Et ça, c'est fantastique. Et là, on a besoin d'innovation. Alors, pour répondre à la question, désolé, il y a quelques préalables. Pour répondre précisément à la question, comment va-t-on faire l'USpace en France? Alors, d'abord, on ne part pas de rien. Donc, la France a une très grande expérience des opérations de drones. On l'a vu aujourd'hui, en particulier dans le cœur de métier de la DSNA, qui sont les espaces aériens contrôlés, notamment autour des aéroports. On va approcher les 10 000 opérations de drones par an, probablement cette année. Voilà, et ça va continuer de croître. Donc on a une très très grande expérience. On mène des expérimentations UTM ou USpace à Toulouse, notamment, avec Clearance, à Lille, avec Thales, écosystème, également avec Innovatm, groupe ADP, et Thales aussi à Paris-Charles de Gaulle. On mène un certain nombre d'expérimentations dans le cadre de la recherche et développement européenne César. On travaille avec nos partenaires et aussi dans des organismes de standardisation. Donc ça, c'est la base. Mais ce n'est pas suffisant. Donc du coup, on s'est dit, on est comme Benoît Curdi tout à l'heure, on s'est dit, on ne va pas faire l'USpace tout seul. Nous, des Sénats, est-ce qu'on a vocation à le faire tout seul? Est-ce qu'on a les compétences? Non. La réponse est non. On a besoin des compétences de l'écosystème, des industriels, de tous les industriels, qui viennent des nouveaux entrants, des télécommunications, de l'électronique, qui viennent de l'aviation. On a besoin de toutes ces compétences-là. Et donc, on a décidé de lancer un appel à partenariat, qui est un programme qui va nous mener jusqu'en 2023 pour une mise en service pleinement opérationnelle de l'USpace en France, avec la création d'une plateforme digitale opérationnelle qui s'appelle le HubSpace. Donc ça, c'est en 2023. Et avant, on a 3 étapes expérimentales basées sur des produits de démonstration et d'expérimentation. Et on a lancé la première étape qui vise à généraliser les expérimentations de Toulouse, Paris et Lille partout en France, dans d'autres aéroports, avec d'autres acteurs. Et pour ça, on a lancé un défi à l'industrie qui s'est tenu la semaine dernière à Toulouse. Et on a retenu 7 lauréats, dont je ne peux pas donner le nom aujourd'hui, mais avec qui on a signé des lettres d'intention et avec qui on va généraliser les expérimentations. Ça, c'est la première étape. Il y a 3 autres étapes concrètes, parce que nous, on croit au partenariat, la collaboration et surtout une création itérative, progressive de l'USpace en se basant sur la réalité du terrain. Voilà. Merci infiniment pour ces annonces notamment très intéressantes. Nous restons avec la DSNA, avec Madame Catherine Ronflet-Nadeau. Et une question, quelles seraient les conséquences de la création de volumes réservés aux drones, entre guillemets, sur l'aviation pilotée? Donc là, j'espère que je ne vais pas faire bondir tout le monde, mais moi, je crois, et bon, vous l'avez entendu, je suis pilote, je crois à une solution gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, manifestement, aujourd'hui, on vit quand même dangereusement dans certains espaces aériens et on n'a pas on a parlé de sécurité, on veut maintenir ce niveau de sécurité, mais si effectivement la densité de trafic augmente, je pense qu'on a besoin de nouveaux moyens. Et un des moyens, parce que le detect and avoid sur des petits drones de moins d'1 kilo,
aujourd'hui, ça paraît quand même de la science-fiction. Donc, un des moyens technologiquement accessibles, ce serait d'avoir tout le monde électroniquement visible. Donc, si on a ça, après, on revient à mon schéma, alors certes, qui était un peu compliqué, mais où tout se transforme en échange de données. Alors, il faudra définir lesquelles, il faudra définir comment, mais déjà, se mettre d'accord sur le quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que l'ensemble des acteurs, donc l'ensemble des usagers de l'espace aérien, pensent qu'il est possible, effectivement, d'être électroniquement visible? Et après, on trouvera des moyens pour voir comment on peut échanger ces informations-là. Mais pour moi, et dans le cadre du projet Chorus, je pense qu'on était plutôt sur cette longueur d'onde-là. C'est une des solutions pour effectivement avoir un ciel sûr, à la fois pour l'aviation générale, hein, l'ensemble des usagers. Je pense aussi aux parachutistes, par exemple, aux ULM, voilà, au vol du SAMU, et de partager ces infos, à la fois en stratégique, hein, je l'ai mentionné, hein, dans les fameux volumes Y, et dans les zones Zulu. Merci infiniment. Question, Madame Forestier, pour Thales. Vous avez mentionné tout à l'heure des modes de transport dont il est assez rarement question dans l'aviation, en tout cas pas systématiquement. Qu'a-t-on à apprendre des autres modes de mobilité quand on parle de drone ? Alors, oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, moi, pour l'anecdote, quand j'ai rejoint Thales pour travailler sur les systèmes de contrôle aérien, la première chose que je me suis dit, c'est extrêmement intéressant parce que le contrôle aérien, finalement, c'est ce qu'on essaie de faire avec les voitures autonomes, que personne n'arrive à faire et qu'il va falloir un jour faire parce que les normes de safety vont arriver et que l'automobile ne sait pas y répondre. Donc je me suis dit, c'est génial, perspective de nouveaux d'expansion de marché qui sont hyper intéressantes. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on réfléchisse au-delà des frontières de l'aviation. Parce que finalement, sur les drones, il y a parfois beaucoup plus de similitudes avec la mobilité urbaine, par exemple, qu'avec l'aviation de haute altitude. Il faut, et puis on peut apprendre aussi un certain nombre de choses sur la façon dont des entreprises et des startups et de l'innovation s'est développée, notamment au travers d'ouverture de données, de plateformes de collaboration, donc sur l'innovation et de passerelles entre les industriels. Mais aujourd'hui, des entreprises comme Renault, Forestia, RATP, SNCF, etc., elles ont beaucoup mieux réussi que l'aviation à faire des passerelles entre les industriels. Ça a été très, très orchestré aussi par des entités étatiques dans le ministère des Transports. Je crois qu'il y a vraiment un rôle de nous tous de créer cet écosystème. D'accord. La question pour Madame Amandine Vol, donc Fédération professionnelle du drone civil. Quelles sont les actions de la Fédération dans le domaine de l'UTM ? Alors, oui. Donc, la Fédération, aujourd'hui, elle a vocation à rassembler un maximum d'acteurs. Tout à l'heure, Florent parlait de un petit peu porter le message de ce que fait la France au niveau du drone et au niveau de l'UTM à l'Europe. C'est aujourd'hui l'un des rôles de la Fédération, c'est l'un des objectifs que la Fédération veut se donner, c'est porter la voix de la filière drone française au niveau européen, que ce soit porter la voix des expérimentations qui peuvent être faites en France, du travail que font tous les acteurs sur le terrain, des technologies aussi qui sont développées en France, mais aussi faire un retour sur la réglementation, aller prendre au niveau européen, voir ce qui se passe en matière de réglementation, en discuter avec les acteurs français et porter la voix de ces acteurs français au niveau de la réglementation pour faire évoluer et pour faire en sorte que tout ce qui est en train de se passer au niveau de la réglementation au niveau européen prenne en compte le marché, pas seulement dans ses aspects techniques, mais aussi dans sa vision marché, ce que disait un peu Antoine Martin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on permette au marché de l'UTM de se développer et qu'on permette aux expérimentations de se prolonger dans la durée et finalement de vivre, que ce soit financièrement parlant, juridiquement parlant, etc., et qu'elles puissent être pérennisées dans le temps. D'accord, je vous remercie. Alors, nous allons passer aux questions de l'auditoire. D'accord. Parfait. Alors, il y a dans ces questions certaines dont on vous expliquait qu'elles ont été différées quant à leur traitement en raison de l'absence tout à l'heure de spécialistes à la table. Voilà. Alors, la première de ces questions, à quand l'outre-mer sur la carte géoportail drone ? Je crois que c'est une question pour Monsieur Marcoux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Merci.
Donc la carte géoportail, bon, c'est une activité pilotée par la DESAC, réalisée par le service de l'information aéronautique. Et c'est vrai que dans un premier temps, elle a été mise en place sur la métropole. Alors j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui attendent une extension à l'outre-mer. Il y a une première extension qui va être réalisée. Et là, je suis désolé, j'ai un doute sur la date. Soit c'est novembre de cette année, mais ça va arriver. La fin va vite arriver. Soit c'est premier semestre de l'année prochaine. Donc pour la Réunion. Donc la première extension, elle sera sur la Réunion. Ensuite, Antilles-Guyane devrait suivre. Et après, il y a un peu plus d'incertitude. En Nouvelle-Calédonie, il y a déjà une carte. C'est la Nouvelle-Calédonie qui l'a mise en place elle-même. Et pour la Polynésie française, il y a des questions de collecte de données qui sont des collectes de données territoriales, donc que seule la Polynésie française a. Et donc ça, c'est encore en cours de discussion. Je vous remercie. Question suivante. Dans quelle réglementation pour le FPV de loisirs avec GoPro ayant pour but YouTube ou Instagram? Des contrôles sont-ils en cours? C'est une activité qui explose en ce moment, nous dit-on. Alors, il y a une réglementation sur le FPV, donc First Person View, voilà. Une réglementation d'ailleurs qui intègre bien l'aspect sécurité dans l'espace aérien, puisque on peut faire du FPV en France, mais on ne peut en faire qu'à condition de disposer à côté d'un observateur visuel, donc qui est capable de surveiller le ciel alentour et soit de reprendre les commandes sur le drone directement, soit de contacter en tactique et immédiatement le pilote, de sorte à ce que, en cas d'arrivée d'un autre aéronef, celui-ci puisse atterrir. Je suppose que derrière les questions, il y a la deuxième question qui est que il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi et qui n'ont pas forcément d'observateur visuel. Bon, ça, c'est la tâche des forces de police. Il y a certaines surveillances qui sont assurées à certains endroits, mais là, je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que ce n'est pas le cœur du domaine de compétences de la DESAC. Je vous remercie. Donc, je continue. Dans le cadre de César, donc volet technologique du programme Ciel unique européen, des expérimentations grandeur nature ont eu lieu l'été dernier. Que faut-il retenir de celles menées en France? Alors, en France, on a mené des expérimentations sur plusieurs types d'opérations, donc des opérations en véloce, avec un nombre important de drones donc, dans la zone de Brétigny, des opérations en bévéloce. Ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça correspond à ce qu'a dit Antoine, en fait, on sait gérer. On sait gérer, mais on est dans une phase, alors je vais utiliser un mot anglais que les anglo-saxons appellent accommodation, c'est-à-dire qu'on sait utiliser les technologies d'aujourd'hui et mettre en place des protocoles, des procédures opérationnelles qui nous permettent effectivement de gérer donc, les opérations de drones qu'on pourrait avoir à la fois en véloce et en bévéloce. Ce qu'il faut en retenir, c'est que d'abord, chacune de ces démonstrations, et ça c'est quelque chose d'important, permettent de valider un certain nombre de concepts dont j'ai parlé à propos de Chorus, ou au contraire de dire ces concepts-là, il faut les améliorer. Je pense qu'on a réussi à se mettre d'accord, et au niveau européen, on peut le dire, c'est pour ça qu'on travaille ensemble sur César, dans le cas de César, sur le quoi. En revanche, sur le comment, on apprend beaucoup avec ces expérimentations parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore définir et le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que, par exemple, les règles de vol, on n'a pas encore de règles de vol standardisées, acceptées au niveau européen. Je prends un autre exemple. Alors, les opérateurs de drones vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Est-ce qu'on se cale sur une altitude GNSS ou est-ce qu'on va sur du barreau? Tout à l'heure, j'ai répondu en étant très positif, en disant on veut du gagnant-gagnant, on va échanger de l'info. Il faudrait qu'on se mette d'accord là-dessus. Quand on parle de fréquence, et ça sera le dernier point, donc des points sur lesquels il faut continuer à travailler, on n'a pas de fréquence sur lesquelles on puisse réellement s'appuyer, qui soient dédiées pour les drones, ou en tout cas sur lesquels on puisse mettre des critères de qualité de service suffisants pour couvrir l'ensemble des opérations. Nous vous remercions. Je poursuis. Des délits et des contraventions ont été mis en place pour agir sur l'utilisation à mauvais escient du drone. Des sanctions judiciaires ont-elles été établies?
Alors, il y a plusieurs sanctions qui ont été mises en place, même des sanctions pénales. Il y a de la prison, 1 an de prison, 75 000 € d'amende si vous rentrez sciemment dans une zone. Est-ce que des sanctions judiciaires ont été établies? Oui, il y en a eu. Mais encore une fois, ce n'est pas le cœur de métier de la DSAC de connaître ces sanctions judiciaires. D'ailleurs, les entités pénales, pour les questions à la fois de secret de l'instruction et secret de la justice, ne communiquent pas largement sur ces sujets-là. Donc il y en a eu. Il y a beaucoup de rappels à la loi, hein, voilà, pour les informations dont on dispose. Quelques condamnations. Je ne crois pas de prison jusqu'à maintenant. Peut-être au mieux, au pire, de la prison avec sursis. Mais voilà. Parfait. Je poursuis. Pourquoi ne pas rendre obligatoire d'annoter la référence de notification de vol sur chaque prise, sur chaque prise de vue sur Internet, pardonnez-moi, notamment pour filtrer les dérives sur les réseaux sociaux? Je retourne la question, pourquoi mettre sur les photos les notifications de vol? Je connais le sujet, hein, je sais la question qu'il y a derrière, c'est la question du fait qu'on puisse avoir du loisir, parfois d'ailleurs du loisir illicite qui pourrait, qui vend des photographies, des opérateurs qui ne respectent pas forcément la réglementation. Quelque part, rajouter de la réglementation là-dessus n'aide pas parce qu'on a déjà des contrevenants. Voilà, je pense que c'est le cœur du sujet. Ensuite, on est maintenant, je dirais, en droit européen. Hein. Le droit européen n'impose pas ce genre de choses. Et en plus, dans la réglementation européenne, on ne fait plus cette distinction entre loisirs et professionnels. On est plus lié, je dirais, à la question de comment le vol se déroule plutôt qu'à la finalité du vol. Donc, quelque part, cette question loisir professionnel va trouver une réponse qui satisfera peut-être pas à tout le monde non plus, mais va trouver une première réponse. Et je pense qu'on va s'installer dans ce nouveau régime. Entendu. Je continue. Qui contrôle sur le terrain l'application de la réglementation? Je connais, nous dit-on, un gendarme qui m'a dit qu'il n'avait reçu aucune formation sur cette réglementation et de ce fait incapable de la faire appliquer. On est encore sur la question des forces de police. Hein, voilà. Bon, qui est en charge? C'est la police, la gendarmerie. Qui est vraiment formé pour le faire aujourd'hui? C'est surtout la GTA. Hein, voilà. Cela étant, il y a des actions de communication et de formation qui sont menées au niveau national. Après, effectivement, on est toujours sur la problématique un petit peu générale des forces de police qui doivent connaître l'ensemble de la réglementation. C'est pas forcément facile pour un agent de savoir, dans le domaine des drones ou d'ailleurs dans n'importe quel autre domaine, de savoir si effectivement la réglementation est respectée ou pas. Donc voilà, c'est l'organisation quelque part des forces de police qui peut aller vers ça. Probablement que c'est pas complètement satisfaisant. Ce qui est sûr, c'est que, je veux dire, on est dans un état de droit, il n'y a pas un policier derrière chaque personne, voilà. Il n'y a pas des forces de police partout pour contrôler l'application de la réglementation. Il y a toujours la possibilité d'aller au commissariat de police du coin pour aller porter plainte s'il y a un préjudice que l'on subit soi-même du fait du vol d'un drone. Voilà, mais on peut pas en dire grand-chose de plus. Merci néanmoins. Quelle est la position de la DGAC sur le projet de réglementation cadre U-Space RMT 03230 édité par l'EASA, notamment la façon dont la position est exprimée à propos de la sécurité des vols habités? Longue question. Oui, et puis on est deux, je pense, autour de la table à pouvoir en parler. Donc il y a effectivement eu un premier projet, projet de 13 pages qui a appelé, je crois, 2700 commentaires de la part de divers acteurs de l'aérien. Donc je pense que la commission a bien acté, et nous l'a dit il n'y a pas très longtemps, qu'ils allaient revoir leur copie, voir comment ils allaient intégrer les différents commentaires. On en a fait un certain nombre.
Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je pense Antoine aussi pourra réagir là-dessus. Mais voilà, on en a fait un certain nombre sur le fait que par endroit, c'était pas assez prescriptif, par d'autres endroits, c'était trop prescriptif. Je dirais, le commentaire général qu'on peut tirer de ce règlement U-Space, quelque part, c'est que la Commission et le HASA ont eu cette difficulté, assortie à leur volonté de réglementer sur des sujets qui étaient quand même pas tout à fait mûrs. Voilà. C'est-à-dire que, comme Cathy l'a dit, on est beaucoup sur de la R&D aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas convergé. La Commission a comme volonté de créer un marché pour ces services U-Space. Bon, c'est un objectif. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile de ce fait de décrire une réglementation lorsque il y a encore un grand nombre de sujets qui sont ouverts. Vous vouliez compléter peut-être ? Oui, peut-être juste, effectivement, je suis d'accord avec Nicolas. Il y a énormément de travaux encore à faire, d'expériences à gagner, d'études à réaliser pour réellement atteindre le niveau de détail que souhaitait le HASA et la Commission européenne sur ce projet de règlement. C'était, à mon avis, très ambitieux, c'est toujours très ambitieux. Qui plus est, je pense que ça posait plus de questions que cela ne résolvait de problèmes en réalité. D'un point de vue juridique, d'un point de vue des risques financiers également aussi. Et puis surtout, ça ne répondait pas aux besoins. Enfin, en gros, le projet actuel, il promeut encore de la ségrégation entre les aviations. Et moi, je ne pense pas que le besoin il soit dans de la ségrégation encore. La ségrégation, c'est déjà l'affaire aujourd'hui, on la fait très bien. On l'a déjà entendu aujourd'hui. Nous, on cherche de l'intégration. Pourquoi ? Parce que la ségrégation, c'est très efficace. Mais ce n'est pas efficient. Et quand vous êtes dans un environnement très, très demandé, par exemple un environnement urbain à côté d'un aéroport, parce qu'un aéroport, c'est souvent un environnement urbain, la meilleure façon d'utiliser l'espace et la capacité de cette ressource partagée, est-ce que c'est la ségrégation ou est-ce que c'est une solution intégrée ? Que se passe-t-il quand un drone est ségrégué, il est maintenu à basse altitude ? Très bien, effectivement, à 50 mètres, je vous l'accorde, il n'y a pas beaucoup d'A320 qui volent. Néanmoins, j'imagine que les opérations de drone, elles ne vont pas toutes se limiter à 50 mètres, même si la gros de la demande ne sera pas à 5000 pieds, ne sera pas à 15 000 pieds, peut-être même pas à 3000 pieds, quoique avec les taxis aériens, on ne sait pas. En tout cas, on va avoir du mal à contenir, à ségréguer ce trafic-là. Donc il faut une solution plus globale, intégrée, qui soit consensuelle. Et malheureusement, vu l'ambition calendaire de la commission de l'EASA, ils n'ont pas réussi à atteindre cet objectif-là. Voilà, mais parce qu'ils étaient très ambitieux. Merci beaucoup. Ça s'est un peu figé de mon côté, les questions bougent. Alors, la prochaine, comment déployer rétroactivement le signalement électronique sur les drones existants ? Je vais tenter une réponse. Donc le signalement électronique, le décret est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un dispositif qui est mis en place essentiellement pour des raisons de sûreté publique. On en a parlé ce matin, le colonel Bernabé en a parlé. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont mises en place. Alors pour répondre simplement à la question, quelque part, il y a une coordination qu'a menée le SGDSN avec un certain nombre de constructeurs. Soit il y a deux possibilités, soit le constructeur a prévu, et il y en a quand même un certain nombre prévu, de faire évoluer le software du drone pour y intégrer le signalement électronique. Ça marche bien pour les drones qui sont nativement équipés de Wi-Fi 2,4 GHz, qui est la fréquence sur laquelle on émet. Soit ce n'est pas le cas, et le décret a également prévu la possibilité d'ajouter un add-on sur le drone, donc qui émettra le signal Wi-Fi pour le signalement électronique. Parfait, merci. La fourniture des services U-Space nécessitera la création d'une architecture distribuée ou centralisée. Quelle serait la préférence de la DGAC ? Oui, je crois que elle est pour moi celle-là. Alors, la DGAC et la DSNA en particulier a fait le choix d'une architecture décentralisée, mais structurée. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la création notamment d'une plateforme digitale opérationnelle, sécurisée, qui présente toutes les garanties également en matière de sécurité des systèmes d'information. À échéance de 2023, cette plateforme digitale, donc baptisée le Hub Space,
aura vocation à fournir notamment les capacités d'interface digitale opérationnelle de la DSNA avec le monde drone, avec le monde UTM. Et cette plateforme Space, elle n'est pas centralisée, elle n'est pas un point unique de passage de toutes les plateformes UTM Space de France et même d'Europe, au contraire, sauf éventuellement pour ce qui est du dialogue et de la coordination avec l'ATC, avec le contrôle aérien. Voilà le choix de la France. Merci. Alors, une question d'un signataire que nous avons déjà rencontré tout à l'heure, notre Stéphane Takeoff. Je vais commencer par la fin de sa question, afin de vous éclairer tous. Étant moi-même formateur en réglementation à l'usage du drone pour les forces de l'ordre. Ok, je reprends le début de sa question. Quels moyens sont mis en œuvre pour contrôler l'usage du drone civil sur notre territoire? On a déjà un petit peu abordé cette question. Voilà. On l'a dit, signalement électronique en local, et puis voilà. Après, les forces de l'ordre peuvent intervenir sur plainte d'une personne, quoi, ou si elle constate une infraction sur le terrain. Parfait. Ensuite, comment la DSAC doit traiter l'augmentation des demandes de zones réglementées induites par la réglementation, regrouper les activités, exemple zone Sainte-Hélène 33, ne pas privatiser l'espace ni publier des micro-zones dans l'AIP? C'était l'un des sujets de ce symposium. Je ne sais pas si les discussions ou les présentations auront permis d'y répondre. Effectivement, d'ailleurs, les solutions sont un peu proposées. C'est vrai que dans la mesure du possible, il y a la volonté, notamment pour des expérimentations, de pouvoir les regrouper sur des terrains qui les permettent, donc des centres d'expérimentation. Donc ça, je pense que c'est une première solution. Après, il y a un certain nombre d'expérimentations qui ne peuvent être menées que sur le terrain sur lequel le drone doit intervenir. Donc là, il n'y a pas tellement de choix. Par contre, et c'était un peu l'introduction que j'avais faite tout à l'heure, on est effectivement confronté à ces demandes multiples. On risque d'atteindre, devant la multiplication de ces demandes, une forme de saturation de demandes de ZRT. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que le message qui est passé à plusieurs reprises, c'est de commencer à travailler sur l'intégration des drones. On l'a vu avec le discours de Benoît Curdi. Eux ont fait le choix de travailler sur cette intégration. Mais l'intégration, ça a une implication. Ça a une implication en termes de navigabilité du drone, ça a une implication en termes de partage d'informations, notamment possiblement au travers des services U-Space que l'on va mettre en place. Donc voilà, ce sont les solutions qui nous permettront d'aller au-delà de la ségrégation et de la multiplication de micro-ZRT. Merci bien beaucoup. Question suivante, coordination en local des activités drones type crise, événements, vol en ville. Les préfectures sont-elles bien armées sur ces sujets drones? Quid des compétences? Est-ce que quelqu'un a quelques infos là-dessus? Oui. C'est quelque chose d'un peu général. Alors de plus en plus, je veux dire, les préfectures s'appuient sur des forces de police ou de gendarmerie qui sont formées à la question drone. Donc les préfectures elles-mêmes ne le sont peut-être pas forcément, mais il y a une montée en compétences dans l'utilisation des drones par les forces de police et les forces de gendarmerie. Après, on n'est pas dans un monde parfait. Je veux dire, c'est un outil nouveau. Il y a des doctrines nationales qui sont définies, à la fois au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie pour l'usage de ces drones. Et c'est donc dans le cadre de ces doctrines, normalement, que les drones doivent être utilisés. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur ce point-là. Je pense que les villes ne sont pas suffisamment armées sur ces sujets drones. Si on regarde les lois d'orientation de mobilité, il y a vraiment une volonté de décentraliser certaines décisions de mobilité. Et dans ce cadre-là, on n'est pas dans cette dimension. Pour moi, c'est un vrai trou dans la dimension U-Space, cette couche d'orchestration intermédiaire qui permettra à certaines villes de faire arriver un peu comme ils ont fait avec les trottinettes, quoi. Enfin, je veux dire, il va falloir trouver des modèles pour réglementer ça au niveau local en fonction des politiques locales.
Et pour moi, ça n'existe pas. Et effectivement, quid des compétences? Les compétences, elles n'existent pas vraiment au niveau local. Donc, en tant que designer de système, pour nous, ça veut dire quelque chose d'important aussi, parce qu'il va falloir qu'on fasse des systèmes pour des personnes qui ne savent pas faire du contrôle aérien et dont c'est pas du tout le métier, sans vouloir remplacer le métier d'une coordination nationale sur ce sujet-là. Il y aura, à mon avis, une couche à inventer au niveau local. D'accord. Un complément d'info, allez-y. Oui, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est une question que j'ai pas mentionnée tout à l'heure, mais la place des territoires dans la gouvernance, dans la construction de l'USpace est pas connue aujourd'hui. Comme l'a dit Lorraine, c'est pas la place d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les villes n'ont aucune compétence en matière d'aérien, comme je l'ai dit tout le temps, parce que quand un avion décolle d'une ville, il a malheureusement tendance à s'écraser, s'il s'écrase, dans une autre ville. Donc c'est normal que la compétence soit pas juste celle de la municipalité ou de la commune. Pour le drone, ça va être un peu différent. Ce sera un peu différent, ce sera peut-être pas complètement différent, mais quelle est la place, en tout cas, des territoires dans ce nouveau monde? Je ne sais pas, mais il va falloir la trouver, et ce n'est pas la place qu'elles ont aujourd'hui dans l'aviation. Complément, allez-y. Oui, si je peux simplement compléter, j'irai à peu près dans le même sens. La question était centrée, je crois, sur les préfectures qui aujourd'hui sont très très régulièrement sollicitées pour les vols de drones en agglomération et donc qui jouent déjà un rôle autour des vols de drones. Au-delà des compétences qui sont maintenant quand même maîtrisées sur ces sujets-là par un grand nombre de préfectures, si ce n'est la totalité, quid des enjeux et quid des outils? Elles ont été dans la boucle dès le début de la réglementation. Elles sont aujourd'hui un peu les oubliées du U-Space. Les services de la navigation aérienne ont un guide, un chef, un gourou sur l'avancée du U-Space en ce qui concerne les services de la navigation aérienne. Les préfectures, à ma connaissance, manquent de cette coordination nationale qui va les emmener vers le U-Space 2.0 qui dépasse la notification par mail qui leur est envoyée par Alpha Tango, qui est un bon début. On peut sans doute faire mieux dans les années à venir. Donc je lance un appel solennel aux préfectures à me passer un coup de fil, qu'on prenne 1 heure ensemble et qu'on discute du U-Space 2.0 pour les préfectures. Merci infiniment. Madame Vol, la juriste que vous êtes pose quel genre de regard sur toute cette problématique que nous traitons depuis ce matin? Quel est l'angle sur lequel il y a, selon vous, plus à travailler, à rechercher, à éclairer? Je dirais qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur tout ce qui est l'aspect aérien des drones et un peu moins sur l'usage qui est fait, c'est-à-dire un petit peu plus la vidéo, tout ce qui est la prise d'image. Un drone, c'est un capteur aujourd'hui, que ça capte de la vidéo dans le spectre telle que la vidéo qu'on prend là actuellement, ou dans d'autres spectres. Et toutes ces questions, elles posent la question qu'on a posée dans la table ronde précédente, c'est la question de l'acceptabilité sociale des drones. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est moins traité dans le domaine juridique et qui est moins traité dans le domaine général du drone, dans la filière drone. Et cette question, je pense que l'acceptabilité, elle se recoupe aussi avec l'UTM. C'est-à-dire que l'UTM va permettre de traiter certaines questions. On posait tout à l'heure la question de savoir comment est-ce qu'on informe les riverains d'une opération de drone. Avoir un UTM, avoir par exemple une page web qui soit dédiée, qui permette de voir non pas qui est en train, pourquoi faire, mais qui permet de voir qu'il y a un drone qui vole. Ça peut permettre de rassurer un petit peu les personnes qui sont à proximité. Ça peut leur permettre de savoir que effectivement ce vol de drone est autorisé, qu'on a des informations sur lui. Pas forcément de connaître toutes les informations sur ce vol de drone, mais de savoir. Et la connaissance sera un outil de l'acceptabilité des drones. Tout ce qui est aussi protection des données, protection de la vie privée, c'est des questions sur lesquelles on travaille dans le cadre du Conseil pour les drones civils et qui sont des questions qui, à mon avis, sont très importantes parce qu'elles vont permettre de pouvoir avoir de nouveaux usages du drone, notamment en ville, de manière sécurisante pour les tiers. Merci infiniment. Il est l'heure de rendre l'antenne. Nous n'avons que 6 minutes de retard, mais nous étions autorisés à dépasser la ligne. Donc encore merci à tous, à toutes,
à nos 6 intervenants et je rends à nouveau l'antenne à André, l'irremplaçable André. Merci.